Je propose qu'on recommence notre meeting pour la session de l'après-midi. Donc on va continuer avec un certain nombre de présentations. Et là, on va enchaîner en fait avec une présentation qui va être dédiée, avec un keynote, qui va être dédié spécifiquement aux questions de biosécurité. Biosécurité est un domaine qui intéresse évidemment et qui overlappe en partie avec le monde des maladies infectieuses émergentes, qui peut aller évidemment au-delà, parce que en dehors de cibler effectivement le risque accidentel, et dont on sait qu'en fait aujourd'hui il faut le prendre au sérieux, hein, puisqu'il y a eu des soupçons sur des fuites dans certains laboratoires qui ont pu conduire à des tragédies, dont une potentielle pandémie, même si la preuve n'a jamais été faite. Mais elle recouvre aussi l'aspect intentionnel, qui lui, en revanche, n'est pas un fantasme non plus, quand on connaît l'histoire du développement des armes biologiques, notamment pendant la période de la guerre froide, où chacun développait dans son coin des choses pour essayer d'attaquer l'ennemi avec des armes biologiques. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que les États-Unis, le jour où ils ont signé la Convention d'interdiction des armes biologiques, ils ont lancé leur plus grand programme de développement d'armes. Donc voilà, c'est l'histoire qui se répète en fait en permanence. En Russie, il y a eu beaucoup de choses de faites, donc c'est quelque chose qui est quand même important et qui est un risque d'ailleurs que la stratégie souhaite prendre en compte. Donc j'ai la chance aujourd'hui de recevoir Neil Cherian, qui a eu la gentillesse d'accepter. Donc Neil, il est senior programme lead à CEPI. Il est en charge de portefeuille mêlant biosécurité, recherche et développement et préparation aux épidémies, avec l'objectif d'intégrer la biosécurité, la sécurité sanitaire mondiale et l'innovation dans les programmes de la coalition. Au sein de l'équipe biosécurité, il a copiloté la première stratégie de biosécurité de CEPI, ainsi que des mesures de suivi, monitoring pour les partenaires financiers. Auparavant, il a dirigé le programme de vaccins chikungunya, en accompagnant des projets jusqu'à l'homologation et le post-autorisation, une fois après que les autorisations étaient acceptées. Il a aussi été un acteur clé du lancement des premiers appels à projets CFP de CEPI, avec notamment comme cible Lassa, Nipah, MERS-CoV, chikungunya, et des programmes de technologie d'intervention rapide, puis a mené diligence pour des lauréats au programme COVAX. Son profil combine à la fois médecine, économie de la santé, recherche et développement vaccin, avec une expérience en soins tertiaires et en mission diplomatique avant d'intégrer CEPI. So, Neil, vous avez la parole. Merci beaucoup. Well, thank you, Hervé and Tiffany and the ANRS team for this invite. It's such a pleasure to be here. And as you can tell, I'll probably speak in English rather than French for purposes of this talk. My name is Neil Cherian. I'm a senior biosecurity manager and R&D program manager at CEPI. And I'll talk today about biosecurity in an era of emerging risks. And this is so relevant to so much of the work we've spoken about earlier today. And we've heard some fantastic cases from Nipah and from Lhasa today. And so very timely, and I appreciate this invitation. CEPI is the Coalition for Epidemics Preparedness Innovations. We're an international nonprofit, and our mission is to accelerate the development of vaccines for epidemic and pandemic threats. And all of this is in support of the 100-day mission. For those of you who are not very aware, the 100-day mission is a G7 ambition and the goal for creation of a vaccine or a medical countermeasure within 100 days of a new pandemic or an outbreak. CEPI, we work by raising funds from governments, and we take those funds and put them into vaccine R&D and development and manufacturing. And to date, since 2017, when we've been launched, we've dispersed around $3.8 billion in R&D across the world. On the left of the screen is our map of partners. So this money has gone across the world in a range of activities and across a range of countries. So over the past 9 years, our funding has been catalytic in a range of scientific firsts, including, for example, the first ever Lhasa phase 2 trials, the first ever Nipah phase 1 and phase 2 trials, and also Rift Valley fever in phase 2. Now, I have been privileged to be part of the chikungunya vaccine program, which has given us the first licensed chikungunya vaccine.
And then, of course, during COVID, COVAX was our initiative where we co-led with WHO and Gavi to bring what is by far the largest portfolio of COVID vaccines and delivered around 2 billion doses across the world to approximately 146 countries during pandemic. And of course, enabling all of this is a series of networks, including clinical lab networks, a preclinical model network, and a manufacturing network, which is around 40 partners around the world. These are all extramural, and what CEPI does is give funding to partners to be able to collaborate and share capabilities. What is essential to say here is COVID was a defining moment for CEPI and the world, and what we learned was our prior investments in MERS and SARS and coronaviruses, along with investments in vaccine manufacturing platforms like mRNA vaccines and VLP vaccines and viral vectors, enabled us to deliver vaccines in record speed. So notably, the first COVID vaccine was developed within 300 days of the pandemic, of the outbreak, and we are looking to build along those lines for future pandemic threats. And so this brings us to a new paradigm in vaccine R&D. Some of us here are working on this specific approach, and the paradigm really for our next 5-year strategy, which we're calling CEPI 3.0, is in recognition of a shift from pathogen-specific to pathogen-agnostic types of R&D. And what that means is effectively we used to work on a one virus, one vaccine approach, but now it's more a viral family approach where there are investments made in basic viral knowledge to be able to respond to a family rather than a single virus. So that is basically the prototype pathogen approach I'll talk about later. But effectively, our next 5-year strategy will include a 3-pillar approach, the first pillar of which is the viral family approach, which invests heavily in AI for vaccine design. We also have a second pillar, which is investments in platform technologies to enable those viral families and prototype vaccines to be scaled and manufactured very, very quickly. And of course, the third pillar, which will enable us to distribute and share the knowledge and the products at speed and hopefully respond in record time. Underpinning these 3 pillars are, of course, cross-cutting themes, one of which is equity and innovation, and of course, biosecurity, which will help us all do all of these research and groundbreaking research safely, securely, and responsibly. And so for the focus of this talk, I'll talk about our biosecurity program, which is the team I work in, and I'm happy to discuss that today. All of this data, all of these slides are available for sharing after this call, and also on our website if you want to see our strategy. To frame this talk, we all have to acknowledge that we're in an era of epidemic and pandemic risk, which is heightened. We're facing natural outbreaks, for example, the recent Rwanda Marburg outbreak. We've also had accidental risks. For example, we've also seen a proliferation of COVID research and other high-risk research alongside a proliferation of labs and facilities and investments in high-containment labs. And not that that is a risk in itself, but we don't have a unified way of mitigating risk. And that variation in managing biorisk is putting us at increased pandemic and epidemic risks. And of course, we have new and emerging risks through technologies like AI and synthetic biology that increase this baseline risk for all of us in the life science ecosystem. And I want to reiterate here that this is not hypothetical risks. We've been through a range of these kind of biorisks over the past few years. For example, we had a Rift Valley fever in Mauritania last year. We've also had Nipah outbreaks. We've had Mpox outbreaks. And at the same time, we've also had accidents from labs and manufacturing facilities. So there's an example of a lab accident from Netherlands. There was another accident in Belgium over the last couple of years ago. And then most recently, we're having to deal with risks that emerge with using AI for life science. So there was this paper from Stanford that they announced where they used an AI tool, where Stanford used their own AI tool to design a bacteriophage or a virus that was able to be recreated and then kill
antibiotic resistance bacteria in the lab. So the point is, some of these capabilities are still very new. We don't know what risk they'll pose in the future, and so we have to take every possible measure to make sure all the life science we're doing, which is so important, is done safely, securely, and responsibly, and also foster societal trust in some of the research we're doing. So to point to some critical takeaways from that first opening session, emerging infectious disease research is essential to global security. Accelerated life science research will be critical for health security and preparedness. There are some examples from the 100-day mission and, of course, the Be Ready partnership that was launched right here a few weeks back. And also, the ability to develop medical countermeasures will be central to controlling new and emerging biothreats. Cutting-edge R&D and technology adoption is essential for international security and prosperity. So what we also want to say here is that COVID has shifted and has demonstrated that epidemic infectious research is not just a public health issue, it's also increasingly becoming a global security issue. And we have a few examples there from initiatives that have taken that approach to mitigating COVID, for example. So Operation Warp Speed is a good example, and COVAX is another example where we've been able to accelerate product development in an unprecedented pace. And all this to say, all of us here as scientists have a shared responsibility for biosecurity risks. We all work across very different parts of the life science continuum. And so starting from ideation, where many of the scientists here put together research proposals, come up with concepts, and then generate proposal and funding for the research you're doing, and taking it through research conduct and publication of your results, and in the later stage, developing products and sharing it with the world for the benefit of for mankind. So CEPI, which is the organization I work for, we're establishing ourselves as a leader in taking a proactive approach to mitigating biosecurity and biosafety risks through promoting responsible innovation for research, development, and manufacturing. Oh, right, go back. All right, so how we have done this is by racing as fast as possible. The Global Affairs Canada team was very generous with CEPI and gave us funding to effectively start a biosecurity program, and hired my boss, Dr. Andrew Hebler, under whose leadership we rolled out our own biosecurity strategy. The strategy was launched in September 2024, and we launched it at the UN General Assembly in New York. And early last year, in April, we published a complementary implementation plan with concrete lines of activity to implement the priority areas, which I'll talk about later today. Our board has given us around $10 million of funding to be able to implement this. And our focus, of course, is to prevent accidents and misuse, and of course, deliberate misuse of CEPI-sponsored research. So we work as a funder. Our role is to get money from governments. We raise money from governments and give out money to folks who do this work. And so we have some responsibility as a funder to make sure none of the research that we've funded ends up in an accident or an outbreak. Of course, under this strategy, we have 5 areas of priority. The first of which is to strengthen our own oversight of research. The second is to enhance our partner capabilities. The third is to drive biosecurity for equity, and then promote responsible use of emerging technologies like AI for our specific mission, and of course, accelerate innovation in biosecurity and biosafety. So our first priority, like I mentioned, is to strengthen our own biosecurity oversight mechanisms. It has been our first priority in terms of implementing with our partners on how we monitor risk in their projects, and also mitigate those risks through defined levels of activity within their project grants. In 2026, last month actually, we launched our first biosecurity policy, and includes guidance on gain of function. I can speak more about this in the next slide. So this policy has not been developed in a vacuum. We have consulted with a series of stakeholders, including life science funders, including governments, including partners, some of whom may be in this room, and come up with a specific tailored guidance that's unique to CEPI, and sets an example for other life science funders to take similar approaches. This policy also has companion guidance to help interpret
and adapt to people's specific work when they take funding from us. And of course, all the guidance and the templates are available publicly and can be found at the website below. So VEEP research is, so what CEPI has done over the past months has been understanding what gain of function would be specific, gain of function type of work would be specific to us. And our position unequivocally has been to not fund gain of function. What we have done is effectively researched or had a very thorough review of our funded work, and we have defined specific to CEPI work that may include viruses with enhanced epidemic or pandemic potential. And we have not funded gain of function or VEEP before. And specific to our line of work, which is vaccine R&D, we have defined 8 categories of work that could result in significant societal harm and also seek to achieve some outcomes, including increased transmissibility in case of reconstruction of extinct pathogens and modification to evade detection. And we have said that we will not fund this kind of work. We also have guidance to help partners interpret what our policy would mean for them, and this is being developed and will be shared publicly with anyone who's interested in getting funding from CEPI. Of course, gain of function is being a hotly discussed topic after COVID. We have discussions on COVID origins, and so we are being responsive and proactive to those discussions. So biosecurity is often conflated with as opposed to equity, and we are working very hard to make sure that they are seen as mutually reinforcing. We understand that responsible global research partnerships, in many cases across consortiums across countries, are critically need to be responsible in their approach to mitigating biorisk and biosafety. And so when the global system, often across countries and regions, when they neglect equity and the independence of equity and biosecurity, there's a risk, and also this undermines trust in our research. So our work, at least in this specific area, is to ensure biosecurity is used as an enabler for safe life science. We've done this through a range of activities. We focus on capacity building, we're promoting performance-based standards, and also global South leadership in ensuring that biosecurity is mutually reinforcing for equity, especially in context of low resource settings. We're also focusing on promoting emerging technologies for low resource settings, and working very hard to articulate biosecurity equity relationship with our partners. Some examples on the side here is, for example, Africa CDC has launched its 5-year strategy for biosecurity and biosafety, and we're working with them and providing resources to implement that strategy. We're also working with a series of civil society members to promote this interdependence. So some examples of how we've actually taken that forward is through, for example, an example in DRC last year, where you had an emergency response in an active conflict situation. We worked with the UK HSA and Foundation Merieux to help our partners secure their samples and transfer them to safe locations. And so these samples are usually from trials for Lassa or Ebola in some cases, or Marburg in certain cases as well. We've also worked to improve lab biorisk management. So I mentioned our clinical lab networks, and so we promote lab biorisk management and ISO 35001, which is a standard among these partners as an option. We also provide funding for training on biorisk management to independent partners. And then there's a third example, which is specifically biospecimen security. We have an initiative called the Biospecimen Initiative, which finds survivors of diseases like Ebola and Nipah, and collects samples for using in research development, especially for international standards, for clinical testing, and also for general clinical trials. We do provide funding for this kind of secure transfer and transport, and these are some examples of how we were trying to advance partner capabilities. One of the reasons for this enhancing partner capability priority is to make sure there's a level playing field, so for researchers and partners who do not have capabilities that would disrupt them from participating in clinical trials and vaccine R&D, we do see this as a capacity building measure to enable equitable participation.
Another piece, of course, and I think we've come across, we've heard about this a few times today, is strengthening health and defense alignment. I mentioned the 100-day mission, and what the 100-day mission reminds us is that speed is critical in stopping an outbreak from becoming an epidemic or a pandemic. And while health ministry, so Ministry of Health is most of our partners in governments on the health side are very aware of the 100-day mission and how these capabilities will help mitigate outbreaks. But when it comes to the defense community, it's not so much. So we've been working very, very hard over the past few months to raise awareness of 100-day mission capabilities and accelerated life science R&D as a mutually reinforcing priority for the defense sector as well. And how this is done, how the 100-day mission will support defense objectives is by ensuring operational readiness and resilience of our troops or our militaries, and also deterring deliberate use of technologies for bioweapon development, for example. And of course, it protects both civilians and military forces. We have been making progress on this. We've worked with our NATO partners and also working with militaries, our defense partners in Senegal, in Uganda, and Nigeria. Reducing emerging and converging risk is a critical, is a big piece of work that we are undertaking as well. As you know, CEPI is a leading proponent of AI for vaccine design, and we have significant investments in capabilities to design vaccines at speed. But at the same time, when we use AI tools to design vaccines or for other life science applications, there are risks of those same tools being used for malicious purposes. And so we've been working to raise awareness of these benefits and risks among senior leadership. So we've had a few tabletop exercises at the UN General Assembly, at Munich Security Conference, with senior government leaders to raise awareness. We've also been promoting responsible AI development and use with our grantees. So folks who are working with us on AI for vaccine design or AI for epidemiological intelligence are now asked to abide by responsible use principles. And what this means is a set of commitments as these folks develop their own tools and their own capabilities to have specific guardrails in place, make sure their training data is safe, and make sure their outputs are also screened and not harmful or malicious. We've also have guidance in our biosecurity policy for people using AI tools in their work. This is again included in our biosecurity policy and covered in a range of documents which you can find online. Importantly, the picture below is a diagram representing CEPI's flagship pandemic preparedness tool, what we call the Pandemic Preparedness Engine for Disease X. And so what this is a agentic framework which is training tools and agents to be able to design vaccines for a novel pathogen within 100 days. So this Pandemic Preparedness Engine is of course comes with its own cybersecurity risks and potential. So we do have what we call the biosecurity by design approach, which is a multi-layered security framework for these tools and capabilities. We're actually in Nairobi today discussing with implementers and partners in Africa on what needs they would have to use these kind of capabilities. And we're working with WHO Afro and Africa CDC very closely on this topic. We've also have our fifth priority, which is to promote biosecurity innovation. And how we're doing this is through a series of partnerships again. We're using our lab networks to establish a community of practice. So folks in our lab networks can come to our meetings and share experiences and best practices among the networks. We're also partnering with BioPrevail, which is an initiative by the Global Health Security Fund. BioPrevail is an initiative that is looking to reimagine lab safety and sustainability, and we're working with them to understand or explore potential opportunities to reduce risks and also to make sure they're able to respond faster, especially in low resource settings. We're also working on a horizon scanning function for emerging and converging biosecurity risks. And of course, CEPI is not doing all of this alone. We're also working with other funders to take this action to make sure they're also taking into consideration biosecurity and biosafety risks. Every funder has their own specific area
of investments, and so we're working with funders to ensure they have their own independent biosecurity policies and statements for the partners they work with. So in closing, before I go to the next session, there's a general acknowledgement of research risks and a lot of scrutiny on research after COVID. Funders are taking action towards better oversight and disclosure of biorisks as part of their funding cycles. There's also a reaffirmation in most of the guidance that you see on the left here is pointing to WHO as its normative rule. No one is trying to create new standards. Everyone is looking to WHO and the existing guidance for adoption and compliance. There's also some of these policies, including ours, have provisions for funding for biosecurity and biosafety as specific line items in their budgets. And so that support is something we look forward to doing. Among other funders, the Biofunders Compact is something we've launched. CEPI has launched with Sentinel Bio and NTI and the Global Health Security Fund in June 2024. And so what the Biofunders Compact does is get other life science funders to commit to 5 actions. The first action is to implement a pre-funding review. So as part of the proposal review, have a biosecurity and biosafety review as part of peer review processes. Conduct post-funding assessments. So after funding, as part of your audit process or risk review, to have certain components that are committed. We also have a commitment to develop implementation plans towards their biosecurity strategies, and of course, dedicate a responsible individual to evaluate these risks, so an in-house expert on biosecurity or biosafety, and of course, to share best practices with other funders. As an outcome of the Biofunders Compact is what we call the Biofunders Forum. This forum is a voluntary forum which brings together life science funders, mostly philanthropic and private life science funders, and also some representatives from industry, to discuss key issues, key risks, and to share resources. Some of you know GLOPIDAR. GLOPIDAR is another network of mostly government funders coming together to coordinate and align on issues regarding preparedness and emerging infectious disease. It has around 40 funders, including ANRS and European Commission and the Wellcome Trust. It was launched earlier this month, and this is where I work closely with Hervé on. And it's launched to explore opportunities to identify gaps in biosecurity guidance and resources, and to understand approaches on critical issues like gain of function and emerging technologies. And of course, to make recommendations for members of GLOPIDAR. Well, this is close to the end of my talk. This group of funders, including the Biofunders Forum and GLOPIDAR, have been scanning the field and coming up with key gaps in the system, in the life science ecosystem. What we found is each funder has their own approach and their own approach for biorisk mitigation and identification. Some funders have requirements as part of their grants, some funders don't, but it's all, in some cases, it's implicit. There's a lack of an independent mechanism to review risks. So if you're a researcher and wants consultation on specific biosecurity and biosafety risk, we don't have a mechanism in place for anyone to consult. Of course, when you work across countries in research consortiums in different continents for that matter, we don't have a unified framework and rather use national and regional frameworks and legislation for biosecurity and biosafety. And as always, there's an inadequate funding for biosecurity and biosafety, and we're hoping to change that. And for funders, speaking as a funder, we don't have coordination mechanisms in place to align and take a unified approach. And so we're working with GLOPIDAR and the Biofunders Forum to address some of these gaps. So in closing, there's a risk. The risk of natural, accidental, and deliberate biological threats is increased, and there is no silver bullet. We require a multi-layered defense capability and also a shared culture of responsibility. So life science actors such as yourselves have to also take some responsibility in being proactive about having risk mitigations as part of your projects, and also being proactive about asking for funding from your funders. Rapid technological advancements like AI and machine learning, combined with easier access and the proliferation of emerging infectious disease research,
It requires sufficient oversight. Funders, scientists, and policymakers must have commitments to secure and responsible science stewardship. Biosecurity and biosafety are the core pillars for emerging infectious disease R&D, and will continue to be so as preparedness needs evolve, especially as we talk about One Health today, and increasingly look towards the biodefense community and other life science networks. That's the closing of my topic. This is the team that I work with, who does all the work that I described in my presentation. So with that, I hand over and welcome questions. So thanks a lot, Neil, for this very impressive presentation on biosecurity. So I think now we can open the floor to the audience. Are there any questions on what has been shown? Yeah. Merci beaucoup. Thank you very much for your nice talk. I'm just wondering about how CEPI positions itself in terms of the policy part, the sociological part of biosafety. I mean, the questions and hypotheses around biosafety in COVID was one of the major problems, even in the epidemic response, because it actually brought down confidence, polemics, and so on. How do you handle this? I'm thinking about population literacy, about biosafety, the policy around transparency, how to construct confidence, and so on. Maybe you have a few words to share. So I think, well, thank you for that question. Can I ask who you are? Judith Miller, okay. Well, good. Thank you, Judith, for that question. I think our approach has been to be extremely forthcoming in terms of our policy. We've taken our policies all public. We've been as forthcoming with our awardees before we launched it, because we understand that this may increase some sort of documentary burden. But what has been something we have found when we analyzed our projects and our grants is that a majority of our awardees, our partners, are already having all the right measures in place. So especially for a low-risk project that doesn't include any live virus. Most of the safeguards are already in place. The research is relatively low risk. And so our approach has been to be as transparent as possible, especially in providing what is expected. So when we have, there's the website which you can follow. We commit to reporting on progress on implementation. We are sharing all our templates. So for anyone else who wants to adopt our templates and learn from the processes, we're very forthcoming with that. If anyone wants to talk to any of these folks here, including people who are far more experienced than me, so Jane Shallcross, who's our architect of the biosecurity, our risk framework is on there. So we also are very open to talk to. And I guess in terms of building societal trust, we are making as much as an effort to be as transparent in our implementation as well. Something will have that we do see. We have a few questions on people saying, why do we have to report on things that we haven't had to report on before? And we're saying that this is something that we need to reassure society that all this research that is critical for emerging infectious disease preparedness is also it's being done as safely and up to the best standards possible. We've also made this we've embedded it as part of our overall strategy, so it's not being shown as something independent of our core mission. So we have the 3-pillar approach I mentioned, and so alongside equity, biosecurity is one of those underpinning values that we want to embed in everyone who works with us. So I hope that answers your question, but if you have more questions, I can take it offline. Thank you very much for your presentation. It was really interesting. I might have a question on one point about innovation, is that we often see biosecurity as a governance matter, but how would you describe the different opportunities that we could have in biosecurity as an innovation sector? So
Well, we see biosecurity as essential to innovation. So I think our approach into innovation has been, CEPI is a funder. We follow a certain scope. In this case, we focus on vaccines for what used to be priority viruses. But now, with Disease X, we heard about Disease X today, we're going to have to take this unique approach to looking at how we approach a novel threat that has never existed before. And so we do have an innovation, a landscape function that monitors innovations on vaccine R&D, on manufacturing, on regulatory and clinical frameworks. We're also launching a biosecurity horizon scanning function that would find opportunities to look at biosecurity and biosafety specific innovation. And the goal would be, once we have our future grants, when we launch a new CFP, we do see opportunities for biosecurity to be embedded in those grants. So if someone's applying for a phase 4 clinical trial or a phase 3 clinical trial, they would, like any work package, we do have opportunities to have a biosecurity and biosafety work package, and to be able to adapt these new innovations to their specific work. Any other question? Yes, I have a question. So CEPI is a funder for different countries. How do you take into consideration the different laws in the countries? Because, for example, in France, we have very strict regulation, dual risk research, which can be seen as a barrier to innovation. So how do you consider that? So I think in our policy we state very clearly that. So our baseline has been to have as a minimum. First of all, I should say that we are very stringent and we scrutinize who we fund. So we have a high threshold for who gets funding. And so as part of that commitment is also to have a baseline in terms of what is expected at a minimal level for biosecurity and biosafety. And that approach is to have prescription to the WHO guidance. That's the baseline. So in cases where the national and the regional guidance is at a high level, that becomes the baseline for those awardees. So none of our policies will supersede our national or regional guidance. And so that we hope that helps with maintaining a certain sense of trust and also maintaining a certain sense of the best possible practice for our partners. Maybe a linked question, but is CEPI, or together with WHO, doing some advocacy to ensure that innovation is, biosecurity is not a barrier to innovation? Yes, that's why we are working on GlobalR. So WHO, I saw your bag today. You have a GlobalR bag. So we have a GlobalR biosecurity working group, and part of that working group, WHO is part of that working group too. And so this is exactly what we want to communicate. How that is rolled out will depend on what resources we developed. Maybe I should go back to that one slide. So the first point here is there's no global catalog on each country's regulations or guidance. And so one of the first activities we want to do is to have this documented place where people can look to and say, okay, this person is working in Guinea, and this person is working in France. What is the gap that may be needed? And if WHO guidance can bridge that, so be it. But this is still in a relatively early stage, and we'll try to make progress towards it in a few years, or a few months rather. Any other question to Neil? Maybe one concerning the involvement of the scientific community in this approach, because we know that for years the scientific community was not aware about the issue associated to dual use research, to gain of function strategies, etc. So I think that's something we believe that outside regulation, of course, we will need kind of regulation, but the best way is not to involve the scientific community to educate in order they can also propose solution, because sometimes, as it was mentioned, probably the study of the spillover potential, etc., mechanisms will be incremental, and but so not to perform this kind of research would impact our discoveries of new countermeasures. The best way is not to try to find measures that will make your research safe or secure. That's a question for you, Neil. So I think, to answer that question, Hervé, we have to have, first of all, regulation for emerging.
one of the reasons that we are having to discuss this conversation is the convergence. So we have a rapid acceleration of technology. You have prior investments in high-risk research. And of course, as a funder, every funder has to develop their own specific policy and come to their guidelines that they'll ask people to do. And that includes what ANRS, for example, would require its funders to undertake in terms of minimum levels for biosecurity and biosafety. While you spoke about engaging the scientific community, and so that is why we have this community of practice approach. So we have our network of clinical trial, centralized lab network, we have our animal model network, and so we have this community of practice approach where we bring our awardees together, just like you're doing it today, and we have sessions to discuss and share experiences. So they talk to each other, there's a sense of alignment, but there's also, we're not trying to stop research that should be happening, but it has to be aligned with our mission, and so that is our approach. And then, of course, we speak with Globidar and the Biofunders Forum to make sure funders are also aligning on issues such as these. But I hope that answers the question. Okay. Yeah. Thanks a lot, Neil. Any other question? So if not, one more time, thank you very much, Neil. Donc je pense que maintenant, on va passer à la table ronde. C'est Claire qui va la modérer. Tu as donc la parole, Claire. Merci. Donc, je me présente rapidement. Claire Madeleine, je suis responsable du département soutien structurant à la recherche au sein de l'ANRS maladies infectieuses émergentes. Et donc, vous avez tous eu affaire à mon équipe et en charge des appels à projets. Et donc, je vais inviter à rejoindre cette table ronde. Donc, on a aujourd'hui avec nous Aude Rimbaud. Donc, Aude Rimbaud, elle travaille au sein de la cellule Europe de l'INSERM. Ses missions consistent à inciter et accompagner les équipes INSERM vers les dépôts de projets européens collaboratifs financés dans le cadre du programme Cluster Santé et du programme cadre Horizon Europe. Merci d'être avec nous. Tu peux venir t'installer, je vais me mettre à côté de vous, je pense. On a aussi Natalia Martin. Donc Natalia a rejoint la NRS maladies infectieuses émergentes en 2025. Elle est en charge du pôle Europe au sein de la NRS MIE et aujourd'hui elle représente le partenariat Be Ready. À la NRS, son équipe joue un rôle clé dans la coopération européenne en matière de préparation aux pandémies grâce à la coordination du partenariat Be Ready que je viens de citer. Merci Natalia. Et enfin, je vais accueillir Emilia Didier. Emilia est responsable des affaires publiques européennes à l'Institut Pasteur. Donc, elle a rejoint ce poste en septembre 2024. Elle travaille à l'interface du Grant Office et de la Direction des affaires internationales pour renforcer le dialogue avec les institutions européennes et suivre les politiques et le financement de l'Union européenne, notamment autour d'Horizon Europe. Donc, un grand merci à toutes les trois d'être là. Alors, je vais essayer de ne pas me mettre devant. Je pense que vous avez un diaporama juste pour préciser, voilà, pour illustrer les propos. Voilà, je pense que je ne gêne pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous allez... alors, vous n'avez pas besoin de vous présenter parce que je viens de le faire, sauf si vous voulez dire peut-être un mot rapide. Prenez vos micros. Et puis, je vais vous laisser présenter rapidement le pourquoi vous êtes là. Et puis, on va enchaîner avec des questions. Et puis, on fera aussi des questions de la salle à la fin de cette session. Mais un grand merci Claire pour l'invitation. Donc Aude Rimbaud, effectivement, côté Cellule Europe. Tout d'abord, félicitations à chacun et chacune d'entre vous pour vos projets lauréats dans le cadre du PE-PRMIE. Donc avec Emilia et Natalia, nous sommes présentes cet après-midi pour essayer de réfléchir avec vous ou semer des petites graines pour la suite de vos projets PE-PRMIE en lien avec les financements européens qui sont très divers en fait. Et donc l'objectif, c'est de vous apporter quelques pistes de réflexion pour la suite. On peut peut-être commencer par ça, justement. Quelles sont les pistes de réflexion? Donc, effectivement, on a vu une grande diversité de projets autour des MIE présentés aujourd'hui ou via les posters qui étaient affichés. Comment s'y retrouver dans ce paysage? Quel est ce paysage européen? Et comment s'assurer des appels qui sont les plus adaptés pour les chercheurs? Et comment savoir, finalement, quel call leur correspond?
Parfait. Merci pour cette première question. Alors effectivement, le panorama des financements européens peut sembler complexe. Et donc actuellement, nous sommes dans le cadre d'une programmation sur 7 ans. Donc le budget pluriannuel de la Commission européenne est donc établi sur 7 ans, donc de 2021 à 2027. Et actuellement, dans le cadre du programme Horizon Europe, différents guichets de financement européen peuvent potentiellement vous intéresser. Le plus simple sera de contacter à l'issue de notre présentation le Grant Office auquel vous dépendez, donc Institut Pasteur ou INSERM, voire université en fonction de vos cas. Il faut d'abord réfléchir par rapport à quel type de projet vous aimeriez faire financer. Est-ce que vous êtes plutôt intéressé par soumettre un projet individuel ou collaboratif? Quel niveau aussi de TRL votre projet souhaite viser? Est-ce qu'on est plutôt sur un projet de recherche fondamentale ou s'orienter petit à petit vers de l'innovation avec le lycée? Donc, bon, sur la slide, vous voyez la diversité des programmes de financement que Horizon Europe peut proposer et on pourra mettre l'accent sur certains d'entre eux dans un instant. Tu veux compléter? Ça marche, oui, ça marche. Non, je pense que tout est dit. Après, je pense que le premier réflexe, c'est vraiment d'aller vers votre cellule d'accompagnement parce qu'effectivement, le paysage est très complexe. Et là, par exemple, à titre d'exemple, aujourd'hui, la plupart des projets qui ont été présentés, c'est des projets collaboratifs. Donc, tous les résultats que vous allez produire ou vous avez déjà produits, ils peuvent être valorisés à l'échelle européenne, ils peuvent trouver sa place à l'échelle européenne. Et il faut parler avec les personnes qui vous accompagnent dans vos instituts parce que tout seul, c'est très difficile de se repérer. Et sinon, il y a aussi les chaires. Voilà, les bénéficiaires des chaires, pourquoi pas valoriser ces premiers résultats et l'obtention de cette chaire qui est compétitive et pourrait trouver sa place dans un ERC starting ou advanced ou autre, en fonction des résultats, votre état dans votre carrière scientifique, etc. Mais c'est vrai que c'est très dur de se repérer tout seul. C'est un grand office aux cellules Europe. Et moi, je rajouterais que pour l'Institut Pasteur, effectivement, on a un Grants Office, comme vous le savez, intégré avec un pôle européen, international et national. Les 3 équipes travaillent étroitement ensemble. On a des grants writers qui sont vraiment mobilisés sur les différents types d'appels à projets. Donc, n'hésitez surtout pas à vous rapprocher des experts parce qu'ils ont vraiment cette vision et cette capacité de pouvoir faire du lien entre les appels à projets nationaux, notamment les PEPR, et les appels à projets européens. Et du coup, par rapport à ce que vous dites, à quel moment en fait il faut contacter ces grant office? Est-ce qu'il faut les contacter quand on a déjà suffisamment de résultats, un projet bien en tête, ou est-ce qu'on peut les contacter en amont? Dès que vous le souhaitez, le plus tôt possible. Ouais. Pour répondre à la question, je pense que c'est une réponse partagée de... Oui, le plus tôt possible, parce qu'effectivement, nous, à l'Institut Pasteur, on a un suivi administratif pour le montage du projet, mais on a de plus en plus un suivi stratégique, cette capacité à pouvoir faire de l'analyse d'école de façon stratégique, et ça, c'est important. Donc, le plus tôt possible, dès que l'idée émerge. Et même pour compléter, quand vous avez un projet en cours, un PEPR ou peu importe, et parfois vous n'êtes pas conscient des instruments de financement qu'il y a. Moi, j'ai une success story. Quand j'étais à l'Institut Pasteur au Grand Office, on avait un projet collaboratif sur la leishmaniose. Et à un moment donné, le chef de projet de ces projets collaboratifs était à une réunion de travail. Et ils se plaignaient, les participants, du fait que c'était dommage de ne pas pouvoir former du personnel. Et dans ce cas-là, c'était l'Institut Pasteur de Tunisie avec Paris. Et en fait, la chef de projet de mon équipe pour l'Europe, il a dit, mais il y a un instrument, le RISE de Marie Curie, qui est fait pour que les personnes se détachent d'un laboratoire à un autre et qu'ils se forment. Et donc, on a monté, et là, dans ce cas-là, c'est Xenia qui a monté un dossier de zéro. C'est elle qui a écrit les dossiers au Grand Office. Donc, c'est avoir ces réflexes d'aller discuter avec les personnes qui connaissent les financements parce que parfois, on n'est pas conscient qu'il y a un financement qui correspond à un besoin qui est très ponctuel. Merci. Alors, si on revient plutôt du côté sciences et collaboration que vous avez cité, pour les chercheurs ici qui ont des projets, alors il y en a qui ont été présentés, qui ont déjà des collaborations à l'Europe. Si les collaborations sont plutôt nationales, comment trouver des partenaires? Comment monter ces consortiums? Est-ce qu'il y a des outils qui peuvent aider? Une bonne astuce, peut-être tout d'abord de rendre visible en tout cas le projet pour lequel vous avez été financé dans le cadre du PEPR auprès de vos partenaires réseaux européens.
Autre bonne astuce, ça peut être d'utiliser certains sites de la Commission, notamment la plateforme Cordis, qui permet aussi de vérifier, en fait, faire l'état de l'art finalement sur votre thématique de recherche, pour avoir une idée aussi des partenaires en Europe qui travaillent sur les mêmes virus, sur les mêmes pathogènes, et éventuellement de se rapprocher d'eux. L'idée, c'est vraiment d'être le plus actif possible pour le jour où il y aura un appel à projet qui vous intéressera, d'être déjà identifié à l'échelle européenne. Et peut-être ajouter aussi que, en fait, tout ce qui s'est passé à l'Europe, il descend vers la communauté nationale d'une façon très structurée. On a des points de contact nationaux, par exemple, et pour le cluster santé, qui est celui qui vous intéresse. Et donc, pour répondre concrètement à ta question, ils s'organisent, et vous aussi, à l'INSERM, vous organisez des journées qui sont très utiles, où on invite les chercheurs qui veulent justement monter, qui sont à la recherche des partenaires européens, et on les aide à trouver des collaborateurs. Après, mon expérience me dit que vous êtes très difficile, les scientifiques, et que c'est très difficile de vous faire travailler avec des équipes que vous ne connaissez pas. Donc, le mieux, c'est essayer d'établir votre réseau européen en allant à des conférences. Et voilà. Mais il y a des dispositifs au niveau national qui découlent de l'organisation européenne. Tu veux ajouter des choses? J'ai perdu ma question du coup, mais et par rapport à justement au montage de projets européens, alors est-ce qu'on voit une corrélation entre le temps qu'on passe, enfin la charge administrative qu'il y a sur ce dossier avec l'échange de succès? Comment ça se passe et quelles sont les astuces à nouveau pour ces appels qui sont très très sélectifs? En fait, non, je ne pense pas qu'il y ait une corrélation. Et ce qui est très important, en fait, la clé de la réussite, c'est l'adéquation entre les projets que vous allez soumettre et les cahiers des charges, les topics de la commission. Et donc l'adéquation, ça veut dire qu'il faut bien lire les textes de l'appel à projet. Nous, à l'Institut Pasteur, on faisait, et je ne travaille plus, mais on faisait une grille de ce qui est attendu dans l'appel à projet. Et vous le faites aussi à l'INSERM, je le sais. Et il faut s'assurer que quand vous écrivez les dossiers, l'évaluateur il va retrouver tout ce qu'il y a dans les cahiers des charges des topics. Donc, ce n'est pas une question de combien de temps vous passez, mais l'adéquation entre les projets que vous soumettez et l'opportunité de financement. Et c'est pour ça qu'un grand office ou une cellule Europe peut vraiment être précieux pour que vous ne passiez pas beaucoup de temps à déposer un projet qui ne répond pas à un appel à projet. C'est ça la clé, je crois. Effectivement. Contrairement aux ERC qui sont des appels à projets blancs, donc vous venez vraiment avec la thématique, l'expertise que vous souhaitez développer dans le cadre du projet. Il y a certains autres appels à projets collaboratifs tels que ceux qui figurent à l'écran, donc les 4 principaux qui peuvent vous intéresser dans le cadre du cluster santé en 27. C'est vraiment important, comme le disait Natalia, de prendre le temps d'analyser la ligne, quels partenaires seront vraiment clés, quelle expertise est demandée par la Commission européenne pour être sûr de ne pas passer à côté. On reste sur des appels qui sont de plus en plus compétitifs. Faut savoir que les projets financés dans le cadre du cluster santé, la plupart ont 14 sur 15. Donc c'est vraiment, ça se joue à la micro-expertise en plus, qui est de plus en plus exigeante. Donc il faut vraiment prendre contact avec nous le plus tôt possible et puis avoir le réflexe de revenir aussi sur le call text au fur et à mesure de l'écriture de notre projet pour s'assurer qu'il n'y ait pas des déviations par rapport à ce qui est demandé par la Commission européenne. Et après, c'est vrai que je comprends que la communauté scientifique peut être un peu découragée pour certains appels à projets. C'est vrai que les Marie Curie, par exemple, ces dernières années, les taux de réussite est tellement faible que c'est décourageant pour les chercheurs parce que ça demande beaucoup de... Mais bon, un taux de réussite, je pense que ce matin, ça a été dit que les taux de réussite de PEPR, c'est environ 30%. C'est énorme. Par rapport au taux de réussite Marie Curie, je n'ose même pas le dire, tellement c'est faible. Non, je ne le dis pas. Sinon, personne ne va y aller. Mais les collaboratives, on essaye que ça soit entre 15 et 20. Ça, c'est l'objectif, mais il n'est pas toujours atteint. Et au niveau de la France, comment on se situe par rapport aux appels, justement? Est-ce que les équipes françaises sont bien représentées dans les lauréats? Je peux répondre parce qu'on a fait une analyse à Biredi, on a lancé un appel à projet que je pense que vous connaissez, même si je pense que vous êtes un peu déçus par rapport au volume budgétaire. Mais on a fait une analyse de tous les appels à projet. Peut-être qu'on peut montrer l'analyse si je retrouve. Avant. Ok.
Et ben, non. Bah, je te laisse les retrouver pendant que je parle. Et on a fait une analyse et en fait, on a cherché les appels à projets depuis d'Horizon Europe, donc depuis 2022. Et elle a disparu, c'est pas grave. Et donc, on a retrouvé 13 topics vraiment pandemic preparedness où les virus étaient identifiés. Et la communauté, en fait, les Français, les équipes françaises sont les premières bénéficiaires de ces appels à projets. Et donc, c'est une communauté très forte et qui est très compétitive au niveau des projets européens, effectivement. Et puis il y a deux choses aussi à distinguer, c'est quand la France est coordinatrice ou quand la France est partenaire, parce que le fait d'être coordinateur, ça permet aussi d'influencer potentiellement les futurs calls. À la fin d'un projet, la Commission européenne peut demander au consortium quelle suite donner, etc. Donc certes, être partenaire, c'est vraiment un bon début pour renforcer votre réseau de partenaires, mais être coordinateur l'est d'autant plus pour pouvoir essayer aussi d'influencer la suite des futurs appels de la Commission. On vous partagera en revanche notre slide qui permettait vraiment d'analyser par type de virus que la Commission avait déjà financé dans le passé. C'est étonnant qu'elle n'y soit pas. Ça permettait vraiment d'avoir une bonne idée, en tout cas, en maladies infectieuses, en matière d'état de l'art. Ouais, je la retrouve. Non. C'est un tableau. C'est pas grave. On partagera les diapos si vous voulez. Oui, parce que du coup, tu n'as pas fini, mais ce qu'on entend, c'est que les topics qui ont déjà été financés ne sont pas financés à nouveau, c'est ça ? Et donc, comment bien se préparer, enfin, comment être un petit peu en avance sur ce qui va venir et quels sont les calendriers, quand est-ce que les calls arrivent et finalement, comment préparer dans le bon tempo par rapport à ce qui va arriver. Là aussi, contactez vos Grant Office, puisqu'au moment de la négociation des futures thématiques scientifiques qui seront contenues dans les programmes de travail, côté Cellule Europe, on nous demande en fait nos avis et on diffuse en fait l'information auprès des directeurs d'instituts thématiques pour ce qu'est de l'INSERM, pour s'assurer que les priorités scientifiques et que les équipes à mobiliser seront bien présentes et auxquelles leurs expertises pourront bien rentrer dans les calls. Donc ça, nous contactez le plus tôt possible pour qu'on puisse vous solliciter et que vous puissiez être en capacité de faire vos remontées par rapport à ce que la Commission est en train de proposer. Et pour donner une idée des calendriers, oui. Et alors, on est, tu l'as dit, dans une programmation qui dure 7 ans. Donc, il y a plusieurs tempos à la Commission. Il y a les stratégies, c'est dans la durée. Et la plupart des fois 7 ans, mais ça peut être plus court. Après, les appels à projets, ils sont biannuels. Donc aujourd'hui, les appels à projets qu'on voulait vous montrer, aujourd'hui, il y a des appels à projets 2026 qui sont à soumettre probablement en avril pour tout ce qui est thématique, mais après, il y a les CRC, tout ça. Et donc, les appels à projets 2027, ils sont déjà publiés dans le même texte d'appel à projet. Donc, la plupart des Word Programmes où sont décrits les textes d'appel à projet, ils sont biannuels. Et sinon, normalement, la logique de la Commission, c'est qu'on valide en fin d'année les textes d'appel à projet, on les publie en janvier pour un dépôt environ en avril. Il ne faut pas attendre la publication en janvier pour se préparer. On voit la cellule Europe qui est au montage. Vraiment, un montage d'un appel coopérative, mais aussi en ERC, c'est entre 6 et 9 mois, dans les meilleurs des cas. Donc, les textes d'appel à projet, ils circulent au moins 1 an avant, si pas plus. Et donc, vous êtes dans vos manips et vos trucs, mais les cellules Europe et les grands offices ont accès à tout ça et on sollicite les communautés scientifiques pour amender les textes d'appel à projet. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à construire votre dossier. Donc, avant que ça soit publié. Tu veux ajouter des trucs ? Non, juste effectivement, c'est important qu'on puisse travailler sur cette phase de préparation et de consultation. Nous, effectivement, ces dernières semaines, nous avons été consultés à l'Institut Pasteur par le GTN Santé sur le programme EDCTP3, qui est un programme très important pour financer des essais cliniques dans l'Afrique subsaharienne, qui est un partenariat européen. Donc c'est très important et justement on a pu justement travailler avec les chercheurs sur les textes d'école et faire remonter des choses importantes et j'espère des amendements, des commentaires qui j'espère vont être pris en compte. Et j'ai trouvé que ce travail avait été très très précieux, donc je pense que c'est comme ça qu'il faut qu'on travaille de plus en plus et ça sera de plus en plus nécessaire.
Et du coup, à l'échelle des chercheurs qui sont dans la salle, est-ce que, il faut être proactif du coup pour se faire connaître et pouvoir participer à ces consultations? Est-ce que vous, les Grant Office, vous allez vers les chercheurs là, ce que j'entends, c'est que c'est la partie finalement où le call est déjà un peu défini, c'est les textes, et on est sur la finalisation du call où on peut faire des ajouts ou des amendements grâce à la communauté scientifique pour que ça puisse correspondre aux attentes. Il y a une autre phase qu'on pourra aborder un petit peu après, mais déjà sur cette phase-là, comment faire pour que finalement ce que les chercheurs ont à dire soit pris en compte dans ces textes qui circulent? Je vais poser la question à l'audience. Est-ce que vous avez déjà été consulté pour amender un texte d'appel à projet en préparation au niveau européen? Carla, je sais qu'elle l'a été. Donc, c'est pas majoritaire. C'est pas majoritaire. Normalement, les cellules Europe contactent. Je vais laisser. Moi, je ne sais pas le fond de mon activité aujourd'hui, mais je vais laisser mes collègues répondre. En tout cas, nous, dès que la commission nous sollicite pour demander l'avis, ça passe par les directeurs d'instituts thématiques qui vont identifier les équipes, en l'occurrence INSERM pour ma part, intéressées, et puis ensuite on consolide un retour. Le ministère, parce que c'est un mécanisme, comme tu l'indiquais, qui est vraiment très huilé, très ficelé, consolide la réponse française qu'il négocie ensuite auprès des autres États membres en comité de programme. Le mieux, c'est lorsque nos réponses vont dans le même sens que les partenaires européens pour appuyer vraiment le souhait sur la liste de pathogènes à inclure dans un call, par exemple. Donc faites remonter vos messages, certes via l'INSERM, l'Institut Pasteur, etc. Mais si vous êtes impliqué dans des réseaux européens ou en tant qu'expert auprès de la Commission européenne, plus de fois le message va circuler, mieux ça sera pour influencer le call en votre sens. Donc il y a beaucoup notamment de groupes d'experts en lien avec les maladies infectieuses, et c'est une belle aussi, ça peut être un bon moyen pour influencer, ou aussi être expert, évaluateur auprès de la Commission européenne en évaluant des projets. Ça vous permet de faire passer vos messages, aussi de vous-même vous prendre au jeu de l'évaluation des projets pour vous rendre compte du degré d'excellence et d'ambition qui est demandé dans le cadre de ces projets. Ça peut aussi être un bon moyen pour influencer les thématiques sur lesquelles vous travaillez. Moi, je rajouterais qu'effectivement, vous avez peut-être l'impression qu'être un expert dans ce genre de groupe est chronophage, mais je peux vous assurer que c'est peut-être le meilleur outil d'influence qu'on puisse avoir. Et ça sera d'autant plus le cas lors de la prochaine programme de programmation de post-2027, puisqu'aujourd'hui, on sait que la Commission s'appuiera de plus en plus sur ces groupes d'experts. Peut-être moins sur les États membres, on espère que ça ne sera pas le cas, mais en tout cas aujourd'hui, elle a vraiment cette attention de mobiliser encore plus la communauté scientifique en amont de toutes ces réflexions, donc ça sera de plus en plus important. Et je pense en plus que l'oreille de la Commission vis-à-vis des scientifiques est importante, et on a vu plus d'une fois des groupes d'experts scientifiques influer de façon positive la réflexion de la Commission européenne. Mais ça, effectivement, c'est des phases qui sont très, très en amont. Donc, qui nécessite d'être dans des groupes mobilisés. Et pour devenir expert de la Commission européenne, il y a des appels à candidature. C'est un formulaire que vous remplissez et vous pouvez devenir comme ça expert pour évaluer vos pairs. Et c'est un super moyen aussi de comprendre comment on évalue pour après soumettre. Et après, il y a aussi appel à candidature pour devenir expert d'influence, pour participer à l'élaboration des agendas stratégiques et des roadmaps. Et moi, j'ai une expérience, par exemple, en nanomédecine. Une fois, on a participé à la mise en place d'un agenda stratégique, et les textes de l'appel à projet, c'était des copier-coller des phrases de l'agenda stratégique. Ce n'est pas toujours le cas, mais surtout pour les domaines émergents, la Commission, il manque d'experts parce qu'ils sont dans tous les domaines scientifiques émergents, et il y a peu d'experts avec l'expertise. Et là, le niveau d'influence est énorme. Parfois, par contre, vous travaillez avec vos pairs et après, vous ne retrouvez pas, parce qu'il y a des arbitrages. Parfois, les directions générales, ça on l'a vécu aussi, parfois les directions générales de la Commission européenne, ils ne s'entendent pas entre elles. Et donc, voilà, notre travail est saboté un peu en interne. Parfois, c'est des divergences entre les États membres. Ça aussi, il faut que tous les États membres, au moins 3 ou 4, convergent dans les recommandations qu'on fait à la programmation, à la stratégie européenne. Et donc, parfois, ça ne marche pas, mais des fois, je vous dis, c'est des copier-coller des phrases entières, des agendas stratégiques sur les textes d'appel. Je dirais que c'est d'autant plus vrai pour tous ces domaines de préparation aux pandémies qui sont devenus une priorité européenne depuis la crise Covid. Et qui, nous espérons, le resteront post-2027. On va tout faire pour.
Et du coup, dans cette architecture, donc on a vu apparaître le partnership Be Ready, qui a été lancé en début d'année. Il y a le travail en cours sur le FP10. Comment tout ça se construit et finalement, quelles vont être les opportunités pour les chercheurs dans le futur proche? Alors, les partenariats, c'est un instrument très spécifique de la Commission européenne qui permet aux États membres, les États membres et la Commission de travailler ensemble dans l'élaboration d'un agenda stratégique. Donc, il y a une première version de l'agenda stratégique qui est affichée. Et il y a un groupe d'experts chercheurs qui ont participé à l'élaboration de cet agenda stratégique qui va être amendé. Donc, vous pourrez participer à l'amendement de l'agenda l'année prochaine. Et cet agenda stratégique, ça sert de fil conducteur pour la programmation non seulement des partenariats, mais aussi la programmation d'Horizon Europe et même des États membres. En principe, ça devrait être comme ça. Et donc, les partenariats ont plein d'activités. Et parmi ces activités, il y a le lancement des Joint Transnational Calls. Et donc, les appels à projets transnationaux, ils répondent à tous les axes stratégiques qui sont définis dans l'agenda stratégique. Il y aura un appel à projet par année. C'est ce qu'on appelle un Joint Transnational Call, c'est que les pays se mettent d'accord pour lancer un appel à projet conjoint. Vous déposez avec vos collègues européens un seul dossier qui est évalué par un seul comité, mais après, si vous êtes sélectionné, chaque pays va financer l'équipe de recherche de son pays. Et ça entraîne une complexité un peu administrative qui existe, mais c'est l'instrument qu'on a aujourd'hui pour mettre en place des financements transnationaux dans le cadre des partenariats Be Ready. Mais les partenariats Be Ready, c'est beaucoup plus que ça. On est aussi responsable de structurer l'écosystème de recherche, que ce soit préclinique ou clinique ou en santé publique. Et on vient de commencer en janvier, mais vous allez entendre parler de nous, j'espère. Donc pour vous, de façon très pratique et opérationnelle, restez en veille sur les futurs appels à venir dans le cadre du partenariat Be Ready, un par an, comme le disait Natalia, mais aussi, en tout cas, si une des lignes vous intéresse dans le cadre du cluster santé 27, vous pouvez nous contacter. Puis il y a également les autres appels européens classiques, Marie Curie ou ERC. Et actuellement, se discute donc le futur programme 4 qui prendra la suite du programme Horizon Europe de la période donc 28 à 34. Donc là, il y aura aussi tout cet enjeu d'articulation avec les partenariats. Donc, ce que j'entends, c'est que dans le nouveau programme cadre, enfin le futur programme cadre, on peut aussi faire remonter des enjeux qui ont trait aux maladies infectieuses émergentes potentiellement et qui seront du coup complémentaires de ce qui va être mis en place dans le partenariat Be Ready, c'est ça? C'est plutôt... Alors, on ne joue pas du tout dans la même ligue. Hein. Les appels à projets européens Horizon Europe collaborative, c'est des projets d'environ 10 millions d'euros. Et les projets qui seront financés par Be Ready, c'est des projets plus de 2-3 millions d'euros. Et à cause de cette contrainte que chaque agence nationale finance son équipe, on a été obligé de limiter la demande budgétaire nationale d'une façon très restreinte. Parce que vous connaissez tous les contextes financiers actuels. Le ministère, il n'a pas été en capacité de nous donner plus d'argent pour cette première appel à projet, mais on travaille pour que les prochaines soient moins... qu'on puisse vous laisser la place de financer des projets au niveau français plus ambitieux et au niveau européen. Et ça, c'est la première année, mais l'idée, oui, c'est de faire évoluer le dispositif. Il y aura un par an, oui. Moi, je rajouterais qu'effectivement, aujourd'hui, on est en 2026. La Commission européenne, les États membres et le Parlement européen sont en train de négocier ardemment le prochain cadre financier post-2027. C'est peut-être aujourd'hui, effectivement, pendant cette période de négociation, où aujourd'hui, effectivement, comme vous le voyez, la recherche collaborative, notamment donc le cluster santé, sera financé au sein du futur pilier 2 du prochain programme Horizon Europe. Ce pilier 2 sera complètement articulé avec la fenêtre santé, qui est la grande fenêtre stratégique au niveau européen. Et c'est peut-être dans ces prochains mois, peut-être 2027, qu'il serait intéressant de voir de quelle manière on pourrait valoriser toute la recherche et tout le travail des PEPR MIE au niveau européen, en organisant justement un événement peut-être à Bruxelles pour lier la communauté française et la communauté européenne et internationale, je dirais, pour justement travailler en amont avec la Commission européenne, mais aussi le Parlement, pour vraiment valoriser l'importance de soutenir cette problématique des maladies émergentes au niveau européen. Et c'est vraiment un enjeu, d'autant plus que, comme vous le savez, j'imagine que vous avez tous entendu, ou peut-être pas, parler du programme EU for Health, qui a été créé
post-Covid, tout comme la DGIRA qui aujourd'hui finance par exemple pour Pasteur des grands projets d'envergure, le projet durable ou le projet l'European Vaccine Hub, ce sont des gros projets qui vont être justement articulés dans le cadre du partenariat Be Ready. Donc cette dynamique, elle est très importante à valoriser au niveau européen. La France est un État membre important sur ces enjeux. Ça vaudrait peut-être effectivement le coup de voir de quelle manière on pourrait faire monter la communauté PEPR-MIE au niveau européen dans cette période stratégique de négociation. Et en tout cas, nous, dans le cadre des négociations côté INSERM, on pousse vraiment à ce qu'il y ait toujours des projets de recherche fondamentales, soit individuels ou collaboratifs, BAT-RL, qui puissent être maintenus dans le cadre de cette période 28-34 et pas uniquement des projets d'innovation, parce que là, s'il faut regarder sur la slide, la Commission tend vraiment à s'orienter davantage vers le financement de projets en innovation via l'instrument EIC, European Innovation Fund, avec un budget qu'elle a proposé de tripler par rapport à la période 21-27. Donc vraiment, ces messages de recherche, de continuer de soutenir la recherche fondamentale, collaborative et individuelle, c'est vraiment un aspect qu'on soutient et qu'on partage avec... Oui, je confirme. Ouais. On y travaille ardemment en ce moment. Merci. Et du coup, vis-à-vis des lauréats du PEPR qui sont là aujourd'hui et de la NRS-MIE qui coordonne ce PEPR, est-ce qu'il y a des attentes particulières pour justement se coordonner, faire remonter les choses? Est-ce que vous avez, j'entends bien que vous pouvez vous adresser directement aux lauréats du PEPR. Les lauréats du PEPR sont invités à s'adresser à leur grant office. Est-ce que collectivement, à la sortie alors peut-être pas cette journée-là parce qu'on est encore au début, mais peut-être que si, on a des choses à travailler, nous, avec les lauréats pour faire remonter des points? Je dirais certainement. Et moi, je ne sais pas ce que vous auriez à remonter, mais par exemple, dans les choses qu'il y a actuellement en période d'embryon à la Commission européenne, il y a le Biotech Act. C'est un règlement qui va se mettre en place avec la prochaine programmation, probablement, qui vise à, c'est des paroles politiques, mais qui vise à que la Commission européenne, l'Europe, soit... un financement biologie, santé et life science, ce qu'ils appellent life science parce que c'est plus large, et qu'on soit pionnière. Et donc, par exemple, les chercheurs, ils sont aidés pour que ça soit le cas. Et c'est la communauté scientifique, les chercheurs, qui ont aidé à la Commission à voir de quoi on a besoin pour y arriver. Et donc, par exemple, quelque chose qui peut vous parler, c'est le Clinical Trial Investment Fund. C'est une des briques de ce Biotech Act. Et c'est parce que la communauté scientifique a dit à la Commission que c'est très difficile de faire de ces cliniques multisites au niveau européen et à cause de la fragmentation de la réglementation. Enfin, vous connaissez tous les problèmes. Et là, on travaille, il y a des groupes de travail, il y a des experts de la NRS qui participent à ces groupes de travail pour donner forme à ces prochains Clinical Trial Investment Fund. Donc, si vous savez, tu as posé une question qui était intéressante, c'est à quel point la communauté scientifique peut influencer. Et en fait, quand il y a des consultations, et pas seulement des consultations, vous pouvez prendre votre représentant national au comité de programme, c'est une personne bien identifiée, Sheila Mejia, et elle peut vous accompagner, discuter avec les décideurs à Bruxelles. Et moi, je fais ça pour plein de thématiques avant. Et faire part d'un problème que vous avez. Et donc, s'il y a un bottleneck, je ne trouve pas les mots en français, excusez-moi, mais s'il y a une barrière que vous avez identifiée, vous pouvez l'apporter pour que la Commission fasse le nécessaire pour trouver des solutions. Et donc, pas seulement les problèmes, mais surtout, la Commission elle est plus à l'écoute quand il y a des problèmes et que vous avez déjà la solution, des pistes d'amélioration, parce que des problèmes tout seuls, ils ne sont pas très à l'écoute. Et donc, oui, très certainement. Ah oui, je confirme. Et nous, effectivement, à l'Institut Pasteur, on réfléchit actuellement à justement organiser des workshops sur des thématiques de recherche très, très émergentes et à faire des livres blancs et des workshops à Bruxelles pour justement créer ce lien avec justement notre coordinatrice au GTN Santé. C'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place et notamment sur tout ce qui est préparation aux pandémies. Et du coup, vous allez à Bruxelles avec les chercheurs, c'est ça? Oui. Et quel est le rôle, que font les chercheurs à Bruxelles, du coup? Effectivement, nous, pour moi, je suis à l'Institut Pasteur depuis 1 an, mais on est justement par rapport à nos 2 axes stratégiques qui incarnent le plan stratégique de l'Institut Pasteur, Pasteur 2030, notamment le Nexus climat santé et l'axe 2 sur tout ce qui est
le vieillissement, etc. Nous sommes en train de travailler avec plusieurs chercheurs pour voir de quelle manière on pourrait organiser des workshops à Bruxelles autour de la publication d'un livre blanc qu'ils ont écrit avec d'autres chercheurs ou qu'ils sont en train d'écrire. Et en fait, ce qu'on fait, Claire, c'est qu'on invite, il y a une maison française pour la recherche, voilà, tout là. Et ce qu'on fait, c'est qu'on invite les décideurs européens à écouter les scientifiques. Donc, c'est un travail, beaucoup de nous, les cellules Europe, pour vous aider, vous, passer les bons messages que les politiques, parce que vous avez tendance à monter des graphiques et des résultats qui sont très pertinents pour vous. Mais on essaye de vous aider à transmettre les messages qui parlent aux politiques. Parfois, ça peut être les représentants permanents, parfois, ça peut être des personnes qui sont à la DG, ERA, ODG. Et donc, on l'a fait parfois avec plus ou moins de succès, mais si ça s'est fait, et ils sont très demandeurs. Ils viennent très souvent. Par exemple, un truc qui est dans le collimateur actuellement, c'est pour les vaccins. Je ne sais pas si vous voulez parler. On travaille pour faire une réunion pour créer un peu d'awareness sur les problèmes des vaccins. Et justement, effectivement, dans le cadre de la journée nationale de l'Agence de recherche de programmes en santé, il a été décidé cette année de l'organiser à Bruxelles sur la thématique vaccin. Donc, elle aura lieu en octobre 2026. Et l'enjeu, c'est vraiment justement de créer ce lien entre la communauté européenne et la communauté française, et notamment de valoriser France Vaccin, mais également pour nous, l'Institut Pasteur, c'est toute la dynamique autour de VH et pas que. Et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir créer ce lien, de faire la valorisation et de pouvoir faire émerger des liens qui soient utiles pour faire de l'influence stratégique et scientifique. C'est vraiment la voix de la science à Bruxelles pour la communauté française. Et lors de ces événements, on invite aussi souvent des partenaires européens qui ont aussi souvent d'autres maisons représentées à Bruxelles pour partager aussi ces aspects-là. Donc ça peut aussi être un moyen, si vous voulez aller à Bruxelles, c'est ouvert pour vous. Tout à fait. Oui, on va ouvrir la question à la salle, justement. J'y venais. Et donc, alors je vais me déplacer. Il n'y a pas beaucoup de micros. Merci. Et donc, je prends les questions. Je commence ici et après ici. Et vous aurez aussi accès aux slides donc, sur lesquels on rajoutera les thématiques déjà financées et les calls 27, puisque ça me chagrine vraiment que ça n'ait pas été mis. Comme ça, voilà, vous aurez vraiment accès aux virus et pathogènes ciblés dans les prochains calls. Et puis nos contacts, surtout si vous voulez aller plus loin. Merci beaucoup pour votre présentation et puis pour les échanges et les explications. Moi, j'ai une question supplémentaire, en fait, et je vous avoue, je n'ai pas bien compris finalement comment ça fonctionnait. Il y a une espèce de boîte noire. Vous avez parlé de comité d'experts et je n'ai pas compris en fait où se faisait c'était quoi l'espace de décision. C'est-à-dire, ces groupes d'experts, on leur confie un budget et on leur donne carte blanche pour définir des priorités scientifiques, ou c'est l'inverse en fait? Il y a une commande institutionnelle, politique, en disant bah, là c'est la priorité et maintenant vous nous donnez le call. Comment ça se passe en fait? Je ne sais pas si je suis clair, mais vous avez mentionné plusieurs espaces de décision et je n'ai pas compris en fait où se construisaient les calls et comment. Je peux commencer, vous complétez. Donc c'est vraiment la commission qui a l'initiative, qui propose finalement, exactement, mais en se basant sur des recommandations, sur des résultats de projets qu'elle a pu déjà financer dans le passé. De temps en temps, la commission aussi lance des consultations sur tel ou tel sujet qui permettent ensuite d'alimenter le contenu des appels. Donc c'est vraiment à la fois aspect politique tout en ayant une consultation des scientifiques et des représentants côté de chaque gros organisme à l'échelle nationale. Donc c'est vraiment une co-construction, même si l'impulsion elle est quand même assez politique. Vous avez parlé de direction générale de la recherche, des DGR, ou je ne sais plus comment vous avez. Ce sont des politiques ou des scientifiques, ces gens-là? Non, non. Et ce n'est pas des politiques. Hein. Alors, l'Europe, il y a trois... C'est pas péjoratif, non, non, mais je vous explique. Alors, nous, en fait, il y a l'Europe, vous savez comment elle est constituée. Il y a trois maisons. Il y a la Commission européenne, c'est notre interlocuteur principal. Et c'est des anciens scientifiques. Par exemple, mon interlocutrice pour Pandemic Preparedness, c'est quelqu'un qui vient de Médecins sans frontières, qui a fait toute sa carrière, c'est un médecin qui a fait toute sa carrière sur le terrain, et en fin de carrière, elle voulait un poste un peu plus tranquille, j'imagine. Elle ne m'a pas expliqué ça, c'est moi qui assume. Mais en tout cas, elle est là, et donc c'est quelqu'un qui connaît vraiment les problématiques de terrain, par exemple, et c'est aussi des scientifiques comme nous. Moi, j'ai été scientifique dans le passé, et après, je me suis formée pour passer des côtés affaires européennes. Et donc, normalement, c'est des profils comme ça. Et ça, c'est les gens de la commission, c'est ceux qui opérationnalisent, qui mettent en œuvre les politiques européennes. Mais par exemple, au niveau de l'influence, donc ces gens-là,
Et ce n'est pas politique. Ces gens-là, ils sont à l'écoute de la communauté scientifique. Et donc, quand ils s'identifient une problématique, par exemple, moi, j'ai participé beaucoup, il y a très longtemps, au début de ma carrière, sur les structurations des maladies rares en Europe. Et ça vient des associations de patients, par exemple. Ça ne vient même pas des scientifiques. C'est les associations de patients qui ont saisi les scientifiques et qui sont été à Bruxelles. Ils ont changé la réglementation européenne. Hein. Il y a les Orphan Drug Designation qui permet aux industriels de s'intéresser pour produire des médicaments et pour des faibles populations de patients. Et c'est grâce à ces associations de patients et ces chercheurs qui les ont accompagnés pour faire des lobbying. Moi, je n'aime pas du tout lobbying, c'est pour ça qu'on utilise toujours influence. Et donc ça, c'est opérationnel. Mais par exemple, très récemment, avec Jasnang, on a été écouté au Parlement européen. Là, c'est les eurodéputés, donc c'est ceux qui font les lois et qui sont en train de décider aujourd'hui, et qui ont la main aujourd'hui, parce que la Commission a fait une proposition pour les prochains programmes cadres, et aujourd'hui, c'est dans les mains de législateurs. Et donc, on a été parlé de l'importance de financer le SIDA, par exemple, l'innovation en SIDA, dans le cadre de la programmation européenne, parce que la programmation européenne, le SIDA, il est orphelin de financement. Et ça, le moment de le faire, c'était eurodéputés, parce que ce n'était plus dans les mains de la Commission. Donc, vous pouvez, et après, il y a nos ministres qui vont siéger aussi, c'est le troisième volet de l'Union européenne, c'est que les ministres siègent, et là, les ministres, honnêtement, nos ministres, ils ne travaillent pas, il n'y a pas de ministres ici aussi. Je sais pas. En Europe, ils vont pas, ils lisent les dossiers à la dernière minute parce qu'ils ont des autres choses à faire au niveau national. Et là, c'est la représentation permanente. Et je regarde ma collègue qui a travaillé à la représentation permanente. Donc, si vous voulez passer des messages pour que les ministres l'entendent, moi, par exemple, pour les partenariats BIREDI, aujourd'hui, on voudrait convaincre nos ministres qui financent mieux les appels à projets qu'on va lancer avec plus de volume budgétaire. Il faut passer par les discussions qui ont nos dirigeants avec les ministres, mais aussi la représentation permanente de Bruxelles, parce qu'ils vont souffler les mêmes messages au niveau des conseils de Bruxelles. Donc, le paysage d'influence, il est très vaste et vous pouvez y participer avec Jasnang. Et Jasnang, il est allé au Parlement, c'était quand, en décembre. Et il était accompagné des scientifiques qui ont porté la parole, des scientifiques. Merci beaucoup pour ce panorama. Donc, ce matin, il me semble qu'on a eu nouvelle d'un projet du PEPR qui a reçu un financement du Fonds européen de défense. Est-ce qu'il existe une cartographie pour que les scientifiques qui souhaitent déposer des projets au niveau européen prennent l'information de la totalité des appels à projets qui pourraient les concerner? Alors, on pense souvent à Horizon, parce que je pense que c'est le grand chapiteau, hein, mais en fait, on a vu, il en existe d'autres sur le Fonds européen de défense, sur HERA, et en fait, dès qu'on est sur des thématiques de maladies infectieuses émergentes et de menaces au sens biologique, on peut avoir des graines qui sont sur des sujets duaux et qui sont particulièrement intéressantes, qui sont un peu en périphérie des programmes parfois. Et est-ce qu'il y a un endroit, en tout cas, où on peut consulter cette information qui est rassemblée, prédigérée, si j'ose dire, dans la cartographie des financements européens? Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Vous venez... Alors, je ne sais pas si vous m'avez vu ce matin, je suis Lucille de Traversée, je suis la coordinatrice adjointe de la stratégie d'accélération maladies infectieuses émergentes et menaces NRBC. Excusez-moi. Oui, je peux répondre pour l'INSERM. Donc, nous, côté Cellules Europe, on met à jour régulièrement justement un tableau synthétisant soit par maladie ou par pathogène les appels à projets qui pourraient vous intéresser. Donc, je vous partagerai la liste de diffusion dans le mail que j'enverrai à Claire. Comme ça, vous pourrez vous inscrire et puis recevoir l'actualité de façon assez régulière et être au courant. Ça peut être un bon moyen de continuer de collaborer. Ouais. C'est via une newsletter que vous le faites. Il n'y a pas un... On peut réfléchir après à la création d'une cartographie plus spécifique, mais là, on le fait plus via une newsletter. Et nous, à l'Institut Pasteur, effectivement, on met à jour régulièrement tout un calendrier qui est sur le SharePoint de l'Institut Pasteur avec tous les appels. Et nous, effectivement, on est bien appliqué sur Horizon Europe depuis longtemps, mais depuis déjà plusieurs années, on travaille sur EU4Health.
Et effectivement, on a aussi deux projets à l'Institut Pasteur qui sont financés par le Fed. Donc on screen de plus en plus. Et justement, quand je vous disais tout à l'heure que c'est important que cette connexion avec le Grants Office se fasse le plus en amont, parce qu'aujourd'hui, les équipes du Grants Office ont cette capacité d'analyse stratégique des appels, de l'ensemble des opportunités interprogrammes, et sont capables de pouvoir guider les scientifiques sur tel ou tel col qui serait le plus pertinent par rapport à leur projet, que ce soit d'un programme ou l'autre. Et puis aussi, vous mettre parfois des warnings sur les coûts d'éligibilité où il n'y a pas forcément 100% des coûts directs éligibles, mais il y a parfois besoin d'avoir un cofinancement apporté par un autre partenaire, etc. Donc ça, c'est vraiment très important de vous prévenir le plus tôt possible, et puis aussi de vous alerter sur les pour et les contre. Mais vous avez vu, c'est au niveau de chaque institut. Au niveau européen, honnêtement, il n'y a aucun moteur de recherche qui permet, et c'est ça la difficulté. Et là, vous parlez des fonds de défense qui sont plus compliqués parce qu'ils ne sont pas si affichés, en fait. Non. Ils les seront dans les prochains programmes 4 parce qu'il y aura un lien qui va être fait. Mais non, et c'est incroyable parce que c'est ce que je disais, par exemple, il y a des fonds aussi FEDER qui sont très méconnus, et parfois on peut financer des capacity building, des capacity building qui sont très complémentaires, et ils ont une logique, et tout s'emboîte parfaitement, tous les instruments, mais ils ne sont pas expliqués. Il n'y a pas un moteur de recherche qui permet. À l'Institut Pasteur, il y a GrantFinder aussi, qui n'est pas mal. Oui, qui en plus en plus des calendriers, mais chaque institution doit faire une analyse pour pouvoir répondre aux besoins des chercheurs. Et je dirais qu'en plus, GrantFinder vient juste d'être relooké, donc donc c'est accessible pour les chercheurs de l'Institut Pasteur uniquement. Oui. C'est ça qui est fou. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? En tout cas, vous avez nos contacts à l'écran, donc on reste en contact. Et on vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci Voilà. Claire pour les questions. Merci à C'était vous. super. Merci. Bon, je vais abréger le moment de torture. Après cette longue journée, pas sûr que les mots de clôture soient ceux que vous attendiez le plus. Non, d'abord, je tiens vraiment à vous remercier parce que ça a été une journée où vous avez été nombreux à participer dans le cadre des lauréats du PEPA. Alors le soir, on est un peu moins nombreux parce que forcément, il y a beaucoup de gens qui doivent rentrer chez eux. Et comme on a vu sur la carte, il y a beaucoup de porteurs de projets ou de participants au projet qui vivent en dehors de Paris. Et ça, c'est une très bonne chose. Donc voilà, donc ça, c'était bien. On a essayé, pour cette vraiment première journée vraiment des lauréats, d'y mettre un peu de science quand même. Alors je pense que les années d'avant, ça aurait été plus compliqué parce que les premiers appels d'offres ont été lancés en 2023. Et donc on sait très bien qu'ensuite, le temps que l'argent arrive chez vous, que vous lanciez les projets, en général, on ne peut pas compter sur des résultats qui soient impactants un an après. Donc je pense que là, c'était le bon créneau. Ce qui explique aussi un peu le choix qui a été fait dans les présentations, en sachant que ça n'a absolument rien à voir avec le fait qu'on ne considère pas les autres, bien au contraire. Mais on s'arrangera de toute façon pour que, en fonction de l'évolution et des résultats obtenus sur l'ensemble des projets qui ont été financés, on puisse organiser des séances, cette fois où il y a encore beaucoup plus de sciences. Alors après, ce qui a été proposé aussi, parce qu'on est dans le cadre d'un financement de type PEPR, avec un investissement de l'État et un outil qui parfois peut être compliqué, je pense que c'était important aussi qu'on puisse échanger avec vous, justement, sur des aspects qui sont peut-être moins axés sur la science fondamentale, mais peut-être sur laquelle aussi vous êtes rarement interrogé, sur la façon dont vous voyez le partage des données, sur ce qu'on peut vous proposer, comment on peut l'améliorer pour que ça colle au mieux, finalement, avec vos attentes. Un certain nombre d'autres questions aussi qui ont été abordées dans le cadre de l'autre atelier. Voilà, je pense que c'était aussi important. La NRS a toujours finalement décidé d'avancer en consultant la communauté scientifique dans son ensemble. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui sur des sujets qui sortaient un petit peu de la science propre, mais qui étaient quand même extrêmement importants et qui nous permettent d'avancer et de répondre aussi à vos attentes. Donc voilà, j'espère que ça aura répondu en partie à tout ça. Et après, je voudrais remercier quand même toute l'équipe du département structurant, d'assistance structurante à la recherche, le SSR à l'agence, donc avec Tiffaine, avec Morgane, avec Claire, qui a disparu, avec Inma, la pauvre, qui était souffrante, donc qui n'a pas pu se joindre à nous,
qui ont tous énormément travaillé alors pour organiser cette journée, bien évidemment, mais aussi, depuis plus de 3 ans, à la mise en place des appels à projets, à la mise en place des évaluations, à la restitution des résultats, à la rédaction des rapports, parce que ça, c'est quelque chose que vous ne voyez pas forcément. Mais comme il faut qu'on ait une décision au niveau interministériel avec une signature du Premier ministre à chaque fois, que ce soit au moment où on décide de lancer le call, il faut que le texte du call soit validé, et jusqu'au moment où on arbitre finalement après les évaluations, tout ça, ça remonte, et il faut qu'on obtienne ces signatures. Donc ils ont beaucoup de travail aussi à ce moment-là pour vous aider, faire avancer le plus rapidement possible finalement les financements de tous vos projets. Donc voilà, donc je les remercie infiniment. Ils ont fait énormément, ils continueront à faire énormément. En plus, la moyenne d'âge, elle est largement en dessous de la mienne, donc ça traduit aussi finalement la politique de l'agence. C'est pas que dans les paroles, hein. On pousse effectivement les jeunes parce que voilà, nous les plus vieux, il va falloir qu'on parte un jour ou l'autre. Le plus tôt sera le mieux, d'ailleurs, à mon avis, mais même si... Non, je plaisante, mais voilà, c'est quelque chose d'important. J'espère que ça vous aura plu. De toute façon, on le saura. Si vous ne revenez pas la prochaine fois, c'est que ça ne vous a pas plu aujourd'hui. Voilà, je tiens vraiment à tous vous remercier. Vous savez qu'il y a un cocktail juste après, donc je sais qu'il y en a qui auront peut-être besoin de rentrer, mais en tout cas, si vous pouvez rester, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup et bonne fin de journée.